L'avertissement désespéré de mon voisin m'a glacé le sang. Partez tant que vous le pouvez. Votre fils et sa femme sont des monstres. J'ai eu le souffle coupé. J'ai demandé ce qu'ils avaient fait. Et ce qu'il m'a répondu m'a presque fait m'évanouir. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter un peu. Le contrat Girard était éparpillé sur mon bureau en bois massif, comme des feuilles mortes balayées par le vent. 23 ans de travail acharné pour bâtir Delmas Transport, et voilà qu'il se désengageait sans avertissement. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Évaporé. Je m'enfonçais dans mon fauteuil en cuir, sentant le poids de mes 68 ans s'alourdir dans mes épaules. La lumière crue de Marseille traversait les stores de mon bureau, zébrant les rapports financiers. 3 employés allaient devoir partir. Peut-être 4. Quand le téléphone sonna, je faillis ne pas décrocher. Encore un client qui annulait? Pas maintenant. Mais l'écran indiquait un nom que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Julien, mon fils. 3 ans qu'il n'avait pas remis les pieds ici, depuis qu'il était parti furieux, claquant la porte après que j'ai refusé de financer son application révolutionnaire. J'avais alors dit: tu ferais mieux de chercher un vrai boulot au lieu de courir après des chimères. Et lui: tu n'as jamais cru en moi. Ce jour-là, la photo de Monique, ma femme décédée, était tombée du mur à cause du fracas. Allô, papa? Sa voix était plus douce que dans mes souvenirs. Je sais, ça fait longtemps. C'est surtout ma faute. Mais Flavie et moi, on aimerait t'inviter à dîner. Vendredi, on a emménagé à Neuilly-sur-Seine. Ce serait l'occasion de se retrouver. Tu pourrais voir la maison. Flavie cuisine très bien maintenant. Mon regard se posa sur le cadre photo de Monique, souriante, posée dans un coin du bureau. Elle m'avait toujours dit que j'étais trop dur avec le garçon. J'ai pris une inspiration. Moi aussi, tu m'as manqué, Julien. Je viendrai vendredi matin. Quand j'ai raccroché, le contrat Girard me semblait soudain moins tragique. Je suis allé dans notre chambre, j'ai sorti la valise samsonite qu'on utilisait pour nos voyages d'anniversaire et j'y ai glissé des vêtements soigneusement pliés. Pour Julien, j'ai pris ma montre Longines, celle qu'il admirait depuis toujours. Pour Flavie, les boucles d'oreilles en diamant de Monique. Elle aurait voulu qu'elle reste dans la famille. Le lendemain, à 8 heures, j'ai pris le volant de ma vieille Peugeot 607. Les sièges en cuir étaient usés, mais c'était un confort familier. En quittant Marseille, je me suis dit: peut-être que tout peut encore s'arranger. L'autoroute A7 défilait devant moi, la vallée du Rhône s'étendant en paysage d'or et de vert. Mais ce trajet, que j'avais souvent fait pour affaires, avait cette fois une autre saveur. J'avais le cœur léger, comme si chaque kilomètre réparait un peu du silence de ces 3 dernières années. Vers Montélimar, je me suis arrêté faire le plein. Le pompiste, un homme sec au visage tanné par le soleil, m'a lancé: vous partez en famille? Je vais voir mon fils. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il m'a regardé avec un sourire entendu. Rien de plus important que la famille. Bonne route. En fin d'après-midi, j'ai franchi le panneau Île-de-France et tout a changé. Les stations-service ont laissé place aux villas modernes, aux piscines derrière des portails électriques, aux allées bordées d'arbres centenaires. La voix du GPS me guidait à travers les rues cossues de Neuilly. Tournez à droite, dans 300 mètres, sur l'avenue Paul Doumer. Chaque virage révélait des maisons plus luxueuses que la précédente. Julien habitait maintenant un monde loin de notre quartier de Mazargues, là où il avait appris à faire du vélo. Je me suis surpris à penser: est-ce que je l'ai freiné avec mes conseils terre à terre? Peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'il avait simplement besoin d'espace pour s'épanouir. Quand je suis arrivé devant leur maison, j'ai compris qu'il avait réussi. Une villa blanche, aux lignes épurées, avec fontaine centrale et palmiers soigneusement alignés. On se serait cru dans un magazine d'architecture contemporaine. Je suis resté quelques secondes dans la voiture, observant. J'ai regardé les paquets cadeaux sur le siège passager. La montre,
les boucles d'oreilles, des symboles d'amour et de pardon. J'ai inspiré profondément, puis je suis sorti. Devant cette porte en chêne massif aux poignées dorées, j'ai sonné. Le carillon joua une mélodie délicate. Mais aucun pas, aucun bruit. J'ai attendu 1 minute, puis j'ai frappé doucement. Julien? Flavie? C'est papa? Rien. J'ai regardé l'heure. 15h20. On avait convenu d'aujourd'hui. J'ai sonné de nouveau, plus longtemps. Un clignotement rouge sur une caméra m'indiquait qu'on m'enregistrait. Toujours aucun son. Je suis allé faire le tour de la maison. Le jardin était splendide, mais désert. Par les baies vitrées, on apercevait un salon digne d'un palace, figé, vide. Je suis revenu à l'entrée, l'estomac noué. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Julien. Boîte vocale. Flavie. Boîte vocale. Je laissai 2 messages. Ma voix tremblante d'incompréhension. Et c'est là qu'un homme est sorti de derrière une haie. Un jardinier, la cinquantaine, les cheveux ébouriffés, les lunettes embuées par la sueur. « Monsieur, ne rentrez pas. Excusez-moi, je vous en prie. Partez. C'est votre fils qui habite ici? Oui, c'est Julien. » Son visage devint blême. Mon Dieu. Vous êtes le père. Celui dont ils ont parlé. J'ai senti une vague glaciale me traverser. De quoi parlez-vous? Ils ont tué le père de Flavie, empoisonné, et ils vont vous faire la même chose. Vous dites n'importe quoi, ai-je rétorqué, la gorge serrée. Mon fils n'est pas un assassin. Le jardinier, Laurent, comme il se présenta, recula, baissant la voix, jetant des regards inquiets vers la villa. Le père de Flavie vivait à Versailles. Un retraité en pleine forme. Golf 2 fois par semaine. Il est venu dîner ici. 1 semaine plus tard, il était mort. Mais les gens meurent, Laurent. Des causes naturelles. Des causes naturelles ne provoquent pas des vomissements en pleine allée. Il a quitté cette maison blanc comme un linge. Les voisins l'ont vu. Il pointa les caméras et elles enregistrent tout, sauf ce qu'on ne veut pas qu'elles montrent. J'avais du mal à respirer. J'ai dû m'asseoir sur les marches brûlantes du perron. Mon esprit d'homme d'affaires tentait de garder la tête froide. Héritage de 5 millions. Mort subite. Aucun antécédent. Et maintenant, une invitation à dîner, après 3 ans de silence. Et s'il voulait recommencer? Si je vous le dis, c'est parce que j'aurais pas pu dormir sinon, dit Laurent. Puis il se glissa derrière sa haie, me laissant seul avec mes doutes. 1 heure passa. Toujours rien. Le soleil frappait fort et la façade blanche de la maison semblait m'observer, muette et menaçante. Je tentais encore d'appeler Julien. Boîte vocale. Flavie. Rien. J'étais à 2 doigts de faire demi-tour. Mais alors, une voiture arriva au ralenti. Une BMW grise, silencieuse, élégante. Elle se gara juste derrière ma vieille Peugeot. Les vitres teintées me masquaient les visages à l'intérieur. J'ai eu quelques secondes pour décider. Rester et sourire. Ou fuir. La portière s'ouvrit. Julien descendit, souriant, bien habillé, bronzé, radieux. « Papa, désolé du retard. Le périph' était infernal. Il m'enlaça. Je sentis son parfum, cher, discret. Derrière lui, Flavie sortit à son tour. Parfaite. Robe de créateur, brushing impeccable. Elle s'approcha en m'appelant par mon prénom, les bras grands ouverts. « Samuel, quel bonheur de vous rencontrer enfin. Julien m'a tant parlé de vous. » Je leur tendis les sacs cadeaux, mes mains encore moites. J'ai apporté quelques souvenirs. Ils parurent sincèrement touchés. Mais dans mon esprit, la scène avait déjà changé de décor. Tout était suspect. « Venez vite, dit Flavie. Il fait trop chaud. J'ai préparé du thé glacé maison. » Les mots de Laurent revinrent
comme un coup de tonnerre. Ne buvez rien, ne mangez rien, et surtout, ne passez pas la nuit. L'intérieur de la maison était à couper le souffle. Marbre au sol, lustres en cristal, mobilier digne d'un magazine d'art de vivre. Tout criait luxe, tout criait argent, beaucoup d'argent. On a tout refait, dit Julien, fier. Flavie voulait une cuisine à la hauteur. Cuisine à la hauteur? Ou laboratoire discret? Je forçai mon visage à rester détendu. C'est magnifique. Vous avez fait du chemin tous les deux. Viens, dit Flavie. Je vais te servir un verre. Tu dois être assoiffé après tout ce trajet. Je l'ai suivi jusqu'à la cuisine, prétextant vouloir prendre un verre d'eau moi-même. En ouvrant l'un des placards, en quête de verre, mon regard tomba sur un petit flacon marron, dissimulé derrière des produits ménagers. Potassium cyanure. L'étiquette était claire. Les pictogrammes de danger aussi. Un crâne et des os. Mon sang s'est figé. Laurent avait dit la vérité. Flavie, dos tourné, continuait de fredonner. La berceuse que Monique chantait en cuisinant. Ce détail intime, utilisé comme mise en scène, m'écœura. Je remis le flacon en place avec précaution. Refermai le placard comme si de rien n'était et me servis un verre d'eau. Alors, c'est bon? Me lança-t-elle avec un sourire. Parfait, merci. Mais dans ma tête, tout s'accélérait. Quelques instants plus tard, nous étions au salon, discutant vin. Julien parlait avec passion des cépages de Bourgogne, pendant que Flavie, dans la cuisine, versait 3 verres d'un cabernet haut de gamme. Je la vis sortir le flacon, verser discrètement 3 gouttes dans un seul verre. Le mien. Elle le reposa exactement à sa place. Le geste était rodé, méthodique. Elle revint, tout en grâce, tenant un plateau de cristal. « À la famille retrouvée !» lança Julien en levant son verre. Je regardai le mien. Le poison y attendait mon imprudence. « Je n'en bois plus », ai-je répondu doucement. Tension artérielle. Un mensonge parfait. Crédible. Définitif. Un battement de silence. Puis Flavie, toujours souriante. « Dans ce cas, je vais te préparer mon jus pomme cranberry maison. » Elle disparut dans la cuisine et je savais, il passait au plan B. Un poison dans un jus. Julien tenta de combler le silence. Sa voix tremblait légèrement. Il regardait souvent sa montre. La machine à jus tourna bien trop longtemps. Des bruits suspects, des mélanges. Quand elle revint, le pichet était magnifique. Glaçons, fruits en garniture, couleur parfaite. Trop parfait. « Il faut goûter, Samuel, dit-elle. « Avec plaisir. » Après le dessert, répondis-je en souriant. Mais leur insistance monta d'un cran. « Juste une gorgée, dit Julien. Flavie s'est donné du mal. Allez, pour me faire plaisir, insista-t-elle. Leur regard, leur tension. Ils ne me laisseraient pas sortir vivant si je ne jouais pas le jeu. Je me levai lentement. Je vais juste passer aux toilettes avant le dessert. Dans le miroir, mon reflet avait vieilli de 10 ans. Mais mes yeux étaient hantés calmes. J'ai dégainé mon téléphone, appelé le 17, baissé le son. « Police, secours, quelle est votre urgence ?»« Je suis chez mon fils. Il tente de m'empoisonner. »« Je suis à Neuilly-sur-Seine. » ai-je chuchoté. J'ai donné l'adresse. Ma voix tremblait à peine, masquée par le bruit de l'eau que je faisais couler pour simuler une présence normale dans les toilettes. « Restez en ligne, monsieur Ramos. Une patrouille est en route. Ils ont mis du cyanure dans mon vin, puis dans un jus. Ils ont déjà tué le père de Flavie de la même manière. D'autres personnes dans la maison? Mon fils, Julien et sa femme. Ils pensent que je ne me doute de rien, mais je les ai vus faire. Restez calme, les agents seront là dans 15 à 20 minutes. Je vais devoir retourner à table. Je ne peux pas les alerter. Le poison est toujours là, sur la table. Et le flacon est sous l'évier, derrière les produits ménagers.
Ne touchez à rien. Laissez les agents constater. Gardez votre téléphone près de vous. J'ai raccroché, repris mon souffle, regardé une dernière fois mon reflet. Puis je suis ressorti, sourire aux lèvres. Le rôle de ma vie venait de commencer. Tout va bien? M'a demandé Julien depuis la salle à manger. Parfaitement, ai-je répondu en m'asseyant. Flavie apporta le dessert. Une tarte aux pommes maison, dorée à souhait, à la cannelle. Ta préférée? M'a-t-elle lancé, tout sourire. Julien m'a dit que Monique en faisait souvent. Cette évocation de ma femme morte me donna la nausée. C'est très gentil, mais je n'ai plus très faim. Peut-être après un petit moment. Allez, juste une bouchée, insista Julien. Je fis diversion. Dites-moi plutôt ce quartier. Les maisons sont splendides. Vous avez des voisins sympas? Leur frustration devenait palpable. Les sourires tenaient en bon. Mais les regards trahissaient une impatience croissante. Et puis, 3 claquements secs. Des portières, une sonnette, des coups à la porte. C'est étrange, dit Julien en se levant. On n'attend personne. Flavie le suivit. De là où j'étais assis, je pouvais entendre Police nationale. Nous avons reçu un appel concernant une tentative d'empoisonnement. Le silence qui suivit était glaçant. Je me levai, m'avançai vers le hall. C'est moi qui ai appelé, déclarai-je calmement. Samuel Ramos? Papa? Qu'est-ce que tu fais? Bafouilla Julien. J'ai vu Flavie verser le poison. Le flacon est sous l'évier. Le vin et le jus sont toujours sur la table. Un officier alla vers la cuisine, un autre vers la salle à manger. Quelques instants plus tard, l'un d'eux confirma. Cyanure identifié. Présence confirmée dans les boissons. Flacon correspondant retrouvé. Le visage de Julien devint livide. Celui de Flavie resta de marbre. Aucun mot, aucun cri. Juste le calcul froid d'une femme prise la main dans le sac. Julien Ramos, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Papa? Non, tu ne peux pas croire ça. On voulait juste se retrouver. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu as cessé d'être mon fils le jour où tu as préféré l'argent à l'amour. Les gyrophares des voitures de police coloraient la façade blanche en bleu et rouge. Les voisins s'étaient rassemblés, silencieux, incrédules devant ce spectacle de richesse effondrée. Laurent, le jardinier, s'approcha timidement. Je leur avais dit. Je sentais que quelque chose clochait. Merci, Laurent. Sans vous, je ne serais peut-être plus là. Julien et Flavie furent embarqués dans 2 voitures distinctes. Julien criait encore, parlant de malentendus, de manipulation, d'amour filial. Flavie, elle, gardait le silence glacial d'une femme qui avait tout perdu, sauf sa fierté. Les mois suivants furent un tourbillon. J'ai dû vendre Delmas Transport, mon entreprise, pour financer les frais juridiques. J'ai quitté Marseille pour louer un petit appartement à Boulogne, à proximité du tribunal. La presse titrait « Un père sauvé de l'empoisonnement par son propre fils ». L'histoire faisait les gros titres sur France 2 et BFM. Mais pour moi, ce n'était pas une affaire judiciaire. C'était la mort d'une illusion. Le 15 septembre, au tribunal de Nanterre, je suis entré dans la salle d'audience avec une boule au ventre. Julien, costume sombre, visage défait. Flavie, impassible, comme figée dans une stratégie d'élégance et de silence. L'accusation fut claire, méthodique, précise. Le flacon de cyanure, les analyses toxicologiques, les preuves de l'héritage de Flavie, les dépenses suspectes et le témoignage de Laurent. Puis ce fut mon tour. Je racontais tout. Le dîner, les regards, le placard, la bouteille, le coup de téléphone aux urgences depuis les toilettes. Chaque mot était un couteau. Mais je les ai prononcés, parce qu'il fallait. Monsieur Ramos, êtes-vous absolument certain de ce que vous avez vu?
Je l'ai vu verser le poison. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais qu'ils ont voulu me tuer. Le silence qui suivit fut plus lourd que le verdict. Après 2 jours de délibération, le jury revint. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge fut sans pitié. Prison à perpétuité sans possibilité de libération pour Julien. Peine équivalente pour Flavie, également reconnue coupable du meurtre de son père. Les 5 millions d'euros d'héritage furent saisis et reversés à la succession. Papa, je voulais pas que ça finisse comme ça, balbutia Julien en se faisant menotter. Tu voulais que ça finisse dans un cercueil? Ai-je répondu. Pas dans un tribunal. Flavie détourna les yeux. Toujours aucune larme. Quand je suis sorti du tribunal de Nanterre, le soleil d'automne baignait les marches d'une lumière trompeusement douce. Tout était fini, mais rien ne serait jamais plus comme avant. Je suis retourné à Marseille, seul, dans un appartement modeste près du parc Borély. La maison familiale. Je ne pouvais plus y mettre les pieds. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Avec une partie de l'héritage récupéré, j'ai créé une bourse d'études en éthique des affaires dans une école de commerce. Un projet que Monique aurait approuvé. Tourner l'horreur en quelque chose d'utile. Laurent me rendait parfois visite. On buvait un café, on parlait jardinage. C'était lui, finalement, qui m'avait sauvé la vie. Un soir, en regardant un vieux album photo, je suis tombé sur une image de Julien enfant, tenant un chiot dans ses bras, les yeux mouillés de compassion. Le garçon que j'avais connu n'existait plus. J'ai appris que survivre, ce n'est pas seulement échapper à la mort. C'est vivre avec la trahison. C'est reconstruire sur les cendres. C'est accepter que parfois, ceux qu'on aime sont les plus dangereux.